je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Après le décès de ma mère, mon père s'était remarié rapidement, peut-être trop vite à mon goût. Je comprenais qu'il avait besoin de soutien, mais pour moi, tout semblait précipité. À seulement 15 ans, j'étais encore en train de chercher un sens à tout ce qui m'arrivait. Et voilà que, du jour au lendemain, je devais partager ma maison, mon espace et même ma vie avec une nouvelle belle-mère et son fils. Dès le premier jour, ma belle-mère, Sophie, s'était montrée gentille, presque trop parfaite. Elle me regardait toujours avec un sourire bienveillant, me promettant que nous formerions une vraie famille. Quant à son fils, Jérémie, il semblait réservé. Il avait 21 ans, bien plus âgé que moi, et passait le plus clair de son temps dans sa chambre ou à l'université. Au début, je l'admirais un peu, impressionné par son air sérieux et indépendant. Il avait tout d'un grand frère modèle, il m'aidait parfois avec mes devoirs, me ramenait des petits cadeaux lorsqu'il sortait, et m'expliquait que, malgré tout, nous étions désormais une famille. Pendant les premières semaines, je me sentais presque bien. Sophie essayait de me faire plaisir avec mes plats préférés, et Jérémie se montrait attentif, sans être intrusif. Mais quelque chose en moi restait sur la réserve. Peut-être était-ce la vitesse à laquelle tout avait changé. Peut-être était-ce l'absence de ma mère, qui rendait tout le reste étrange et artificiel. Puis, les choses ont commencé à changer. Lentement, mais sûrement. Je remarquais que Jérémie était souvent là lorsque j'étais seule dans le salon. Il trouvait toujours un prétexte pour s'asseoir près de moi. Un film qu'il voulait me montrer, une discussion sur l'école ou même un simple « Tu as l'air triste, tu veux parler ?» J'étais encore naïve, je ne voyais que de la gentillesse dans ses gestes. Un jour, alors que je rangeais des affaires dans ma chambre, il est entré sans frapper. « Désolé », avait-il dit avec un sourire gêné, avant d'ajouter qu'il voulait juste me demander si j'avais besoin de quelque chose. C'était la première fois que je ressentais un léger malaise, une sensation indéfinissable qui me poussait à m'éloigner. Je n'y ai pas prêté attention, me convainquant que j'exagérais. Après tout, pourquoi aurait-il eu de mauvaises intentions ? Malgré tout, des détails me dérangeaient de plus en plus. Ses regards devenaient insistants, comme s'il cherchait à percer quelque chose en moi. Il plaisantait parfois sur le fait que je grandissais vite et devenais une vraie jeune femme. C'était dit sur le ton de l'humour, mais cela me mettait mal à l'aise. Je riais nerveusement, ne sachant pas comment réagir. Les jours passaient, et je continuais d'ignorer ce malaise grandissant qui m'envahissait chaque fois que Jérémie était trop proche. Pourtant, certaines choses devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Ce n'était pas seulement ses regards insistants ou ses blagues mal placées, c'était aussi sa manière d'être partout où j'allais. Quand je rentrais de l'école, il trouvait toujours une excuse pour rester dans la même pièce que moi. Si je montais dans ma chambre pour faire mes devoirs, il frappait à la porte quelques minutes plus tard, prétendant vouloir s'assurer que tout allait bien. « Je veux juste que tu te sentes à l'aise ici », disait-il. À première vue, c'était innocent, mais à force, cela devenait étouffant. Un soir, alors que je regardais la télévision dans le salon, il s'est assis à côté de moi, beaucoup plus près que d'habitude. Je me suis instinctivement décalée, mais il a continué comme si de rien n'était. « Tu sais, c'est bien que tu sois là. Tu apportes quelque chose de différent à cette maison. » Ces mots semblaient gentils, mais le ton qu'il employait me mettait mal à l'aise. À ce moment-là, je me suis demandé si je n'exagérais pas. Après tout, c'était mon demi-frère. Pourquoi aurait-il de mauvaises intentions ? Peut-être que j'étais simplement paranoïaque à cause de tous ces changements récents dans ma vie. J'ai essayé de chasser ces pensées de mon esprit, mais une petite voix en moi continuait de me dire que quelque chose n'allait pas. Un autre jour, j'étais dans la cuisine en train de préparer un sandwich. Jérémie est arrivé derrière moi sans que je l'entende. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a fait sursauter. « Désolé, je ne voulais pas te faire peur », a-t-il dit en riant. Mais sa main est restée une fraction de seconde de trop avant qu'il ne la retire. Ce simple geste m'a glacé. J'en ai parlé à Sophie, mais elle a simplement ri. Oh, Jérémie a toujours été un peu protecteur. Il te considère comme une petite sœur, c'est tout. J'aurais aimé la croire, mais cette explication ne suffisait pas à calmer mes angoisses.
Les signes devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Ils devenaient étrangement possessifs. Si je mentionnais un ami garçon de l'école, il faisait des remarques sarcastiques ou me disait que je devrais faire attention. Tous les garçons ne sont pas fiables, m'a-t-il dit un jour avec un sourire énigmatique. Ce fut un soir, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, que j'ai enfin compris que mes craintes étaient fondées. Alors que je fermais la porte de ma chambre, j'ai senti sa présence juste derrière moi. Il m'a tendu un livre que j'avais laissé dans le salon, me disant que je devrais toujours faire attention à mes affaires. Il est resté là, immobile, dans l'embrasure de la porte, me fixant avec une intensité qui me faisait trembler. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. L'idée qu'il puisse avoir une raison de revenir m'a tenu éveillée jusqu'à l'aube. C'était une nuit comme les autres, ou du moins je le croyais. Après une longue journée à l'école, je m'étais enfermée dans ma chambre, essayant de trouver un peu de calme. J'avais mis mes écouteurs pour écouter de la musique, espérant que cela me permettrait d'oublier cette tension constante dans la maison. Aux alentours de minuit, j'ai senti mes paupières devenir lourdes. J'ai éteint la lampe de chevet, m'enroulant dans ma couverture, et j'ai laissé le sommeil m'envahir. Ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit allait marquer le début de mon cauchemar. J'ai été réveillée par une sensation étrange, un poids sur le bord de mon lit. J'ai ouvert les yeux, d'abord confuse, croyant que c'était un mauvais rêve. Mais non. Jérémie était là, assis près de mes pieds, son visage partiellement éclairé par la lumière de la lune qui traversait la fenêtre. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je murmuré, la gorge sèche, ma voix à peine audible. Il ne m'a pas répondu immédiatement. Au lieu de ça, il a simplement souri, un sourire froid et dérangeant. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien », a-t-il dit finalement, d'un ton calme mais étrange, presque intimidant. J'ai essayé de me redresser, mais il a posé une main ferme sur mon épaule. « Chut, ne fais pas de bruit », a-t-il murmuré. À cet instant, la panique a pris le dessus. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant un moyen de me sortir de cette situation, mais mon corps semblait paralysé. Il a commencé à parler, des mots que je n'arrivais pas à entendre clairement à cause du bourdonnement dans mes oreilles. Tout ce que je savais, c'est que je devais fuir. Mais avant que je puisse bouger, il s'est penché vers moi. Le reste est flou, comme un cauchemar que l'on ne veut pas revivre. Je me souviens de ses mains, du poids écrasant de son corps, et de mes propres tentatives désespérées pour le repousser. Mais il était plus fort, bien trop fort. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. À un moment donné, il s'est levé, m'a regardé avec un mélange de satisfaction et de froideur, puis a quitté la pièce, comme si de rien n'était. Je suis restée là, immobile, tremblante, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'étais plus la même personne. La peur, la honte et la colère se mêlaient dans un tourbillon d'émotions que je ne pouvais pas contrôler. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Je voulais courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Au petit matin, je me suis regardée dans le miroir. Mon reflet me paraissait étranger, comme si je regardais une autre personne. J'ai tenté de me convaincre que tout cela n'était qu'un rêve, mais les marques sur mon corps racontaient une toute autre histoire. Les jours qui ont suivi cette nuit ont été les plus longs de ma vie. Je me réveillais chaque matin avec la même question qui tournait dans ma tête. Pourquoi ? Pourquoi moi ? J'essayais de me convaincre que tout cela finirait par disparaître, comme un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Jérémie agissait comme si de rien n'était. Il continuait à sourire, à discuter avec Sophie et mon père, à jouer le rôle du fils parfait. Chaque fois que je le voyais, mon estomac se nouait, et j'avais l'impression de suffoquer. Je voulais crier, le confronter, dire à tout le monde ce qu'il m'avait fait, mais une peur paralysante m'en empêchait. Et si personne ne me croyait ? Et si, au lieu de le blâmer lui, il me blâmait moi ? J'avais déjà entendu des histoires de filles qui avaient parlé et qui avaient été accusées d'avoir provoqué leur agresseur. Je ne voulais pas courir ce risque. Sophie et mon père semblaient ne rien remarquer. Ils étaient trop occupés à organiser un dîner pour célébrer les 6 mois de leur mariage.
Sophie m'a demandé d'aider à préparer le repas, et j'ai obéi, incapable de refuser. Pendant que je coupais les légumes, Jérémy est entré dans la cuisine. Il s'est approché, trop près, comme à son habitude. « Tu sembles fatigué », a-t-il dit en prenant un verre d'eau. Son ton était presque moqueur, et ses yeux brillaient d'un éclat qui me glaçait le sang. J'ai baissé les yeux, serrant le couteau dans ma main. Pendant une fraction de seconde, j'ai imaginé ce que ce serait si je le levais contre lui, si je mettais fin à cette peur qui me rongeait. Mais je n'ai rien fait. Le soir du dîner, je me suis assise à table, évitant son regard. Mon père et Sophie riaient, échangeant des anecdotes sur leur rencontre, tandis que moi, je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Chaque bouchée de nourriture me restait en travers de la gorge. Après le dîner, je me suis enfermée dans ma chambre. Je voulais être seule, loin de tout, loin de lui. Mais même dans ma chambre, je n'étais pas en sécurité. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Je laissais la lumière allumée toute la nuit, incapable de fermer l'œil. J'ai commencé à m'isoler. À l'école, mes amis me demandaient pourquoi je paraissais si distante, mais je n'avais aucune réponse à leur donner. Parler aurait signifié ouvrir une porte que je n'étais pas prête à franchir. Alors, je me contentais de sourire faiblement et de changer de sujet. Un jour, mon professeur m'a appelé après la classe. « Est-ce que tout va bien ?» m'a-t-il demandé, son regard plein de compassion. J'ai failli tout lui dire. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais au dernier moment, j'ai hoché la tête et répondu « Oui, tout va bien ». Mais tout n'allait pas bien. Je me sentais seule, piégée dans un cauchemar dont je ne voyais pas la fin. La honte me consumait. Une petite voix dans ma tête répétait sans cesse « C'est de ta faute. Tu aurais dû faire quelque chose. Tu aurais dû te défendre. » Je savais que je ne pourrais pas continuer comme ça indéfiniment. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore où trouver la force de parler. Le poids du silence devenait insoutenable. Chaque jour, je sentais un peu plus ma personnalité s'éteindre, comme une flamme vacillante sur le point de s'éteindre. J'avais arrêté de rire, arrêté de rêver, et surtout, j'avais arrêté de me sentir vivante. Ce n'était pas une vie. C'était une survie. Jérémy continuait à agir comme si de rien n'était, mais ses regards se faisaient de plus en plus provocateurs, comme s'il savait que je n'oserais jamais parler. Il se comportait avec une arrogance froide, convaincu que son secret resterait enfoui pour toujours. Un jour, alors que j'étais assise dans le jardin à feuilleter un vieux carnet de croquis, Sophie est venue s'asseoir à côté de moi. Elle m'a regardé longuement avant de poser la question que je redoutais. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Tu n'es plus la même depuis quelque temps. » Son ton était doux, presque maternel. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai refoulées. Comment pourrais-je lui dire ? Comment pourrais-je briser son monde en lui révélant que son fils, Jérémy, m'avait détruite ? Rien, je suis juste fatiguée avec l'école, ai-je répondu, forçant un sourire. Sophie m'a regardée avec insistance, mais elle n'a pas insisté. Tu sais que je suis là si tu as besoin de parler, hein ? A-t-elle murmuré avant de s'éloigner. Ces mots m'ont hanté toute la journée. Peut-être qu'elle remarquerait les choses par elle-même. Peut-être qu'elle poserait les bonnes questions. Mais une autre partie de moi savait que si je ne faisais rien, ce silence pourrait durer éternellement. Ce soir-là, en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai réalisé que j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie. Ce n'était pas de ma faute, me répétais-je, comme un mantra. Ce n'était pas de ma faute. Pourtant, la honte me collait encore à la peau comme une ombre persistante. Un dimanche, à l'église, le sermon portait sur la vérité et la force de la lumière face à l'obscurité. Les paroles du prêtre résonnaient en moi comme un appel direct. La vérité vous rendra libre, mais pour la trouver, il faut d'abord affronter ses peurs. J'ai senti mes mains trembler, et pour la première fois, j'ai envisagé de parler. Le problème était, à qui pourrais-je faire confiance ? Sophie ? Elle m'aimait, mais son lien avec Jérémy compliquait les choses. Mon père ? Il n'avait jamais été très démonstratif ni attentif. Mes amis ? Ils ne comprendraient jamais une telle situation.
Finalement, une idée m'est venue. À l'école, il y avait une conseillère que tout le monde décrivait comme gentille et compréhensive. Elle avait l'habitude d'écouter sans juger, et plusieurs élèves lui avaient confié leurs problèmes. Peut-être que je pourrais lui parler. Peut-être. Cette idée m'a donné un léger espoir. Ce n'était qu'un début, une lueur dans une nuit noire, mais c'était suffisant pour que je puisse envisager un lendemain. Le lendemain matin, alors que j'enfilais mon uniforme scolaire, la décision était prise. Ce jour-là, je parlerais. L'idée me terrifiait, mais elle était aussi étrangement libératrice. Je ne pouvais plus continuer à porter ce poids seul. Arrivé à l'école, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'échapper de ma poitrine. Chaque pas vers le bureau de la conseillère scolaire semblait interminable. Une fois devant la porte, j'ai hésité. Mon esprit était assailli par des doutes. Et si elle ne me croyait pas? Et si elle pensait que j'inventais tout ça? Mais avant que je ne puisse reculer, la porte s'est ouverte, et Madame Karine, la conseillère, est apparue. « Tu voulais me voir ?» a-t-elle demandé avec un sourire bienveillant. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. À l'intérieur de son bureau, tout était calme. Les murs étaient décorés de citations inspirantes et de photos d'élèves souriants. Pourtant, aucun de ces visages heureux ne reflétait ce que je ressentais à ce moment-là. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» a-t-elle demandé doucement après m'avoir offert un verre d'eau. Ma gorge était nouée. Les mots semblaient coincés, refusant de sortir. Mais ses yeux, remplis de compréhension, m'ont donné le courage dont j'avais besoin. « J'ai besoin de parler de quelque chose », ai-je murmuré, ma voix tremblante. « C'est à propos de chez moi, de ma famille. » Elle m'a encouragé à prendre mon temps, et lentement, les mots ont commencé à couler. Au début, ils étaient entrecoupés de sanglots, mais plus je parlais, plus je sentais un poids se lever de ma poitrine. J'ai raconté tout ce qui s'était passé, la nuit où Jérémy a franchi la ligne, son comportement depuis, et mon silence paralysant. À la fin de mon récit, Madame Karine était restée silencieuse, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. Elle m'a tendu un mouchoir, puis a dit « Ce que tu as vécu est inacceptable, et tu as eu beaucoup de courage de venir m'en parler. Tu n'es pas seule. Nous allons trouver une solution ensemble. » Ces paroles ont déclenché une cascade d'émotions. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais plus seule. Quelqu'un savait. Quelqu'un comprenait. Elle m'a expliqué les étapes à suivre, contacter des professionnels, informer les autorités compétentes, et trouver un soutien pour m'aider à guérir. Elle m'a aussi demandé si je voulais qu'elle parle à mon père ou à Sophie. J'ai hésité, mais j'ai finalement accepté. En quittant son bureau, je me sentais vidée mais aussi plus légère. Ce n'était que le début d'un long chemin, mais c'était un début. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir repris une partie du contrôle sur ma vie. Après cette première conversation avec Madame Karine, ma vie a commencé à changer, petit à petit. Rien n'a été facile, mais chaque pas que je faisais vers la vérité et la justice me rapprochait de la paix intérieure. Madame Karine a organisé une rencontre avec mon père et Sophie. Ce jour-là, j'étais pétrifiée. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je m'asseyais face à eux, les mains moites et la gorge sèche. J'avais peur de leur réaction, peur qu'ils ne me croient pas, peur de voir leur monde s'effondrer. Quand j'ai enfin trouvé la force de parler, le silence dans la pièce était écrasant. Sophie semblait figée, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Mon père, lui, est resté silencieux, mais son visage exprimait une douleur profonde. Sophie a éclaté en sanglots, répétant sans cesse « Je suis désolée, je suis désolée ». Mon père, quant à lui, a pris ma main dans la sienne et a murmuré « Tu es courageuse, et je suis fière de toi. Nous allons affronter cela ensemble. » Cette réaction m'a surprise et soulagée. Pour la première fois, je sentais que je n'étais plus seule dans ce combat. Jérémy a été confronté et les autorités ont été impliquées. Sophie, dévastée par les actes de son fils, a décidé de s'éloigner de lui. Elle a choisi de rester à nos côtés, affirmant qu'elle ne pouvait pas soutenir ce qu'il avait fait. Le processus légal a été long et éprouvant. J'ai dû raconter mon histoire encore et encore, chaque fois ravivant la douleur. Mais à chaque témoignage, je devenais un peu plus forte. Je réalisais que ma voix avait du pouvoir, que je pouvais transformer cette épreuve en une force pour moi-même et pour les autres.
Avec le temps, j'ai commencé une thérapie. Parler de ce que j'avais vécu avec un professionnel m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas ma faute. J'ai appris à ne pas me définir par cet événement, mais par la manière dont je choisissais de reconstruire ma vie après. Aujourd'hui, je suis encore en chemin, mais je peux enfin respirer. J'ai repris goût à des choses simples comme dessiner, lire et rire avec mes amis. Je regarde mon reflet dans le miroir et je vois une jeune fille qui a survécu, une fille qui a trouvé en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. À ceux qui vivent dans le silence et la peur, je veux dire ceci, votre voix est votre arme la plus puissante. Parler est terrifiant, mais c'est le premier pas vers la liberté. Entourez-vous de personnes qui vous croient et vous soutiennent. Et surtout, rappelez-vous que ce n'est pas votre faute. Vous méritez de guérir et de vivre une vie pleine de lumière. Leçon de vie. À travers cette épreuve, j'ai appris des leçons que je veux partager avec vous, car elles peuvent transformer une vie. La première est que le silence n'est jamais une solution. Le silence nourrit la peur et donne du pouvoir à ceux qui font du mal. Briser ce silence est difficile, mais c'est une étape essentielle pour retrouver sa dignité et sa liberté. Ensuite, j'ai compris l'importance de demander de l'aide. Parfois, on a l'impression d'être seul, que personne ne pourrait comprendre ou croire ce que l'on traverse. Mais il existe des personnes, comme Madame Karine dans mon cas, qui sont prêtes à écouter et à agir. Faites confiance à ces alliés, car ils peuvent être des phares dans l'obscurité. Enfin, il est crucial de se rappeler que la souffrance ne définit pas qui nous sommes. Ce que nous vivons peut être dévastateur, mais notre résilience, notre courage et notre capacité à nous relever sont bien plus puissants que tout ce que nous pouvons subir. Aujourd'hui, je m'engage à être une voix pour ceux qui n'en ont pas encore. Si vous traversez une épreuve similaire, sachez que je vous vois, que je vous entends, et que je crois en vous. Vous avez le droit de parler, le droit de demander de l'aide, et surtout, le droit de guérir. Je veux aussi sensibiliser les familles et les communautés. Il est vital d'écouter, de croire, et de soutenir les victimes. Trop souvent, le silence est imposé par la peur ou la honte, mais c'est en créant un environnement sûr et compréhensif que nous pouvons aider les survivants à se reconstruire. À toutes les personnes qui liront mon histoire, je vous invite à devenir des alliés. Soyez attentifs aux signes, prêtez une oreille bienveillante et, si vous êtes en position d'aider, faites-le sans hésitation. Votre soutien peut sauver une vie. Avec cette histoire, j'espère avoir non seulement partagé mon parcours, mais aussi inspiré des personnes à se libérer du poids qu'elles portent en silence. Ensemble, nous pouvons créer un monde où plus personne ne se sent isolé face à ses souffrances.